exactly 8 p.m. on our studio clock. Ladies and gentlemen, it's news are on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, March 2, 2024. Top on our news stories, the new members of the Beya government are in office. Yvonne Sana Bangui, the governor, and his team have been installed in Yaoundé yesterday in a ceremony that was chaired by the president of the Conference of UMAC Ministers. Among other things, the new leaders will have to continue the project to reform the institution in a global crisis context. In addition, Women's Day 2024, in prelude to the celebration of the 39th edition of the International Women's Day, a thought-provoking and educative talk has been organized by women of the Bonambongo Bonantone Daido alongside the Association of Women Jurists on the theme, this year's celebration, Investing in Women, Accelerating Progress. The stories in full and much more will be yours right ahead. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. You're welcome to the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on your TV, STV, and we'll kickstart right away. And it's in French with you, Makeda Lidinyoton. Bonsoir. Bonsoir Christelle Asexuelle, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h bilingue sur Spectrum Télévision. Nous vous le disions dans les titres, les nouveaux membres du gouvernement de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, sont déjà en poste. Ils ont été installés hier à Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le président de la conférence des ministres de l'UMAC. Il s'agit notamment du gouverneur Yvon Sana Bangui et son équipe. Entre autres missions de ces nouveaux dirigeants de la BEAC, la poursuite du projet de réforme de cette institution dans un contexte marqué par une crise mondiale. Olivier Bouzique. L'Afrique centrale est secouée depuis quelques années par une série de crises multiples qui préoccupent les pays de la sous-région. Comme vous le savez, la guerre en Ukraine, le conflit au Moyen-Orient, les problèmes sécuritaires dans certains pays de la sous-région et les effets du changement climatique ont des répercussions profondes sur les économies de la CEMAC. L'impact de ces crises multiples se traduit notamment par la persistance de tensions inflationnistes qui fragilisent le pouvoir d'achat des populations et donc leurs conditions de vie. C'est dans ce contexte difficile que les nouveaux membres du gouvernement de la Banque des États de l'Afrique centrale, récemment nommés, prennent les commandes de l'institution. Des missions qui leur ont été assignées par le président du comité ministériel de l'UMAC, Yvon Sana Bangui. Le nouveau gouverneur et son équipe devront poursuivre les politiques et réformes structurelles de la BEAC afin d'apporter le rayonnement souhaité dans l'espace CEMAC. Vous avez, à n'en point douter, les qualités pour relever ces défis, eu égard à vos profils, à vos parcours respectifs et à vos expériences professionnelles riches et variées. Dans cet environnement où nos pays sont de plus en plus exposés à des chocs extérieurs, il est essentiel de s'inscrire dans la continuité des actions entreprises en vue de consolider notre union monétaire et promouvoir un système financier solide, sain et propice à un développement durable et inclusif. La destinée de l'ABA repose donc officiellement sur Mahama Djibrine Souleymane Tchadien, directeur général des études, finances et relations internationales, Jean-Clary Otoumou, Gabonais, directeur général de l'exploitation, Blaise Eugène Somme, Camerounais, directeur général du contrôle général, Miguel Ngonga, Ombiang Eyang, équato-guinéen, secrétaire général, Michel Diombala, congolais, vice-gouverneur, et Yvon Sana Bangui, le tout premier centrafricain à occuper le poste de gouverneur de la BEAC. As you heard in our headlines, in prelude to the 39th edition of this year's International Women's Day celebration, a thought-provoking and educative talk has been organized by women of the Bonambongo Bonantone Daido alongside the Association of Women Jurists on the theme of this year's celebration, Investing in Women, Accelerating Progress. Details with you, Onila Donet. Invest in Women,
Accelerate Progress, is a theme of this year's Women's Day celebration, one that speaks differently to various women. Today, if we talk of accelerating progress, it means there is a problem. We need to move fast, make women autonomous, favor her access to credit, her training, her education, and also respect her rights. That is to say, widows, young women, workers, there should be no discrimination. Il n'y a plus vraiment de discrimination. Il faut que la femme soit autonome. Women have to be autonomous. Women should be educated. Women need to educate their children. Women have rights. Education should cause women to know their rights in order to know how to live in marriage and after marriage. Ou pendant le mariage ou après le mariage. Ça veut dire qu'il faudrait accélérer, ça dit que les encourager. Accelerating progress means encouraging women to go ahead, do what men can do. Investing in women is so they can be equal to men and the community can progress. Ahead of the 39th edition of the International Women's Day, women of the Bonambongo community in Bonantone Dedo, together with the Cameroon Association of Women Jurists, have had an educative talk on the importance of this year's celebration. Today, it's not a celebration to feast. When we talk of Women's Day, it's a day for women's rights. That's why we are fighting for women's rights. Stop femicide, stop gender-based violence, stop everything that can hinder the evolution of a woman. It's not a feast. Sexual violence, exploitation, unequal division of unpaid care, amongst other things, are the barriers prohibiting women's autonomy. The United Nations suggests if these trends stay the same, over 342 million women and girls should live in extreme poverty by 2030. Reasons why government must invest in the women so as to speedily foster progress. Affaire d'expropriation des habitants de Dikalo ici à Douala, un collectif des Sawa ayant décidé de soutenir les familles expropriées voit le jour. Il s'agit d'un groupe communautaire qui veut donc défendre les intérêts de cette communauté à travers des manifestations publiques mais pacifiques. Les contours et les principaux objectifs de ce collectif baptisé Kodamboa ont été présentés cette semaine au cours d'une conférence de presse à Douala. Nous vous proposons d'écouter l'un des membres au micro de Jules Desport. L'objectif de la conférence de presse aujourd'hui, c'était de faire l'état des lieux. Depuis le 14 mai 2023, où il y a eu la commémoration de 1 an de Dikolo, vous ne nous avez plus entendus sur les médias, à part Ilimbi Lobe, bien entendu, qui est aussi un membre de Kodamboa et qui est l'une des figures de proue de ce combat. Vous ne nous avez pas beaucoup entendus. L'idée aujourd'hui, c'était de faire savoir qu'il y a une organisation, un collectif de Sawa qui ont décidé de soutenir le combat des Dikolo, mais en réalité, nous soutenons aussi le combat des intérêts de notre communauté, qui est une communauté qui est très vaste. Là, on le dit souvent, de Manfé de Campo à Manfé, de Manfé à Bakassi, en passant par le mont Manigouba. On va faire la boucle jusqu'au Nkam, Yabassi, pour revenir à la Libamba. Donc, Kodamboa est une organisation de jeunes Sawa qui a été mise en place entre 2021 et 2022. 3 membres qui sont tous de la diaspora ont décidé qu'il fallait apporter une énergie nouvelle, qu'il fallait apporter un leadership nouveau afin que les problèmes de notre communauté deviennent visibles. Donc ça, c'est notre objectif principal, c'est de rendre nos combats visibles et faire des manifestations publiques, mais de manière pacifique. La manifestation du 26 a permis aux Sawa de sortir en masse pour envoyer un message à Etoudi, afin de faire comprendre à Etoudi qu'il y a des fonctionnaires véreux qui ont décidé de spolier les terres d'une communauté qui en réalité était une communauté alliée au pouvoir. Nous avons voulu envoyer ce message en direct au chef de l'État et le chef de l'État y a répondu parce que je pense que le 27 mai 2022, il a fait instituer un comité ad hoc par le gouverneur de la région du littoral et les travaux ont été faits, il y avait des sous-commissions, il y avait des membres de Kodamboa, il y avait des membres des sinistrés
Le chef de l'État a reçu ces travaux. Bien entendu, ce sera à sa discrétion qu'il les publiera. Dans la page magazine de ce journal, ce samedi, nous vous proposons de regarder ensemble une carte postale, celle d'Evo-Doula, cette ville située dans le département de la Léki, région du centre. Là-bas, les populations autochtones cohabitent aisément avec celles venues des villages voisins et l'activité principale pratiquée est l'agriculture. Dans la foulée aussi, plusieurs projets importants visant à développer Evo-Doula sont prévus. Au reportage, Inès Pangan et Thierry Horn. Si vous faites un tour dans le département de la Léki, région du centre, pensez à faire un saut dans l'arrondissement d'Evo-Doula. Les habitants de la ville créée en 1964, avec un plaisir, vous donnent des informations sur sa situation géographique exacte. La ville a connu la naissance en 1964 où elle était district. Après, elle est devenue l'arrondissement. Bon, cet arrondissement est limité au nord par l'arrondissement de Monatélé, au sud par l'arrondissement de Kola, à l'est par l'arrondissement de Ligimfomo, à l'ouest par le département de Nyon-Ekele. À Evo-Doula, les Etones, la population autochtone, cohabitent pacifiquement avec d'autres peuples venus des villages voisins ou même d'ailleurs. Il y a des anglophones, il y a des Bamoun, il y a des peuples du septentrion, il y a les Bamileke, il y a les Douala, et il y a même des étrangers, des Nigériens. Et tous ces gens vivent dans une harmonie totale. Il n'y a jamais eu, et je pense qu'il n'y en aura jamais, un conflit de type ethnique. Ici, vous trouverez plusieurs écoles primaires, publiques et privées, un lycée bilingue, un lycée technique, un hôpital de district et des institutions avec pour mission le maintien de la sûreté et de la sécurité. Au quotidien, les habitants s'occupent majoritairement à l'agriculture. La population d'Evo-Doula Centre vivent de l'agriculture. L'activité principale, c'est le cacao, l'arachide, les ignames que font les femmes. Et au petit commerce. Malheureusement, l'espace aménagé ici pour cette activité nécessite encore quelques améliorations des dits des vendeurs, entre autres des magasins de stockage et des toilettes publiques. Il y a le marché ici au hangar presque chaque jour. Maintenant, on n'a plus de place ici au hangar. La commune a déjà pris l'endroit pour construire les boutiques. Nous n'avons plus de place. Mais nous, on ne sait donc pas là où on peut nous montrer. Et puis, nous n'avons pas les toilettes publiques. Tu te défends pour trouver là où tu peux te mettre à l'aise. On n'a pas là où garder les marchandises qu'on est en train de vendre là. Moi, particulièrement, je reste un peu loin d'ici. Chaque matin, chaque soir, je porte les bagages pour amener à la maison. On rencontre beaucoup de difficultés pour payer les choses ici à Yaoundé. Tantôt le transport devient cher, tantôt on nous prend le tarif normal, tantôt le tarif monte à tout instant. Evo-Doula, ville en pleine expansion, verra dans les prochains jours le lancement de divers chantiers de construction par la municipalité. J'ai annoncé la construction d'une cité municipale derrière moi et je dirais du côté du stationnement un peu en arrière, il y a une école des personnels de santé qui va démarrer en ce mois d'octobre. Elle bénéficiera également des retombées d'autres projets menés par le gouvernement. Nous avons les grands projets qui sont annoncés de part et d'autre. La route Nkolbison, Zamengwe, Okolaïke, Kam, Evo-Doula et avec l'autre embranchement Monatélé est en bonne voie de construction et il est annoncé à proximité d'Evo-Doula également le lancement des travaux de construction du barrage de Kikot qui est à une vingtaine de kilomètres d'ici, mais dont le bureau se trouve à Evo-Doula. Aux potentiels futurs visiteurs, la ville d'Evo-Doula et ses habitants disent les attendre les bras grands ouverts.
Away from our local stories, we now take on our international stories, and it's with the Voice of America. Alexei Navalny's parents held hands as a priest administered funeral rites over the body of their 47-year-old son Friday. Barricades and a heavy police presence surrounded the Moscow church. Only family members and close friends of the opposition leader were allowed in the church, and later a nearby cemetery for his burial. But outside, a large crowd of Navalny's supporters defied authorities and risked arrest to pay their last respects, clapping and chanting "No to war," "Navalny," and "Putin is a murderer." Pallbearers carried Navalny's coffin from the church, and a large crowd of mourners walked from the church to the cemetery, chanting "Free political prisoners." Thousands of supporters, and possibly tens of thousands, turned out despite the risk of arrest and repercussions. One expert told VOA she was amazed at the size of the crowd. People lining up for kilometers along the road to the cemetery where he is being buried. And so these people are risking imprisonment to go out and support Alexei Navalny and to actually at times even go against the war. The Kremlin has denied any state involvement in his death in an Arctic penal colony, where he was often held in isolation. Asked for his assessment of Navalny as a political figure, spokesperson Dmitry Peskov declined to comment, saying only, "Unauthorized gatherings will violate the law, but those who will participate in them will be held accountable in accordance with the current law." Experts say authorities will have surveillance video, and there may be arrests in the days and weeks to come. Police blocked a massive crowd hoping to enter Borisovo Cemetery, where Navalny was laid to rest. Earlier, U.S. Ambassador to Russia Lynn Tracy went to the church to pay her respects, along with the German and French ambassadors to Russia. Navalny's widow, Yulia Navalnaya, and their 2 children were not able to travel to Russia for the funeral, but she turned to social media to say an emotional goodbye. Mary Glantz says she expects Navalnaya to take up the challenge of leading the opposition to Putin's repression. So I think she's formidable and will present a continuing challenge to the regime as she takes up his mantle and continues his work. After her husband's death 2 weeks ago, Yulia Navalnaya said, quote, "By killing Alexei, Putin killed half of me, half of my heart and half of my soul. But I still have the other half, and that tells me I have no right to give up." Cindy Sain, VOA News. And that's the package we put together for you on tonight's newscast on your TV, STV. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in company of programs on STV. Good night. Good night, Makeda Lidi-Newton. Au revoir, Christelle Assec, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Au revoir.